Puis eux autres s'imaginent qu'avec moins du tiers des votes, ils peuvent gagner un référendum alors que la barre est à 50 plus 1. Donc, on est dans une dynamique où ils font fi de la réalité, puis c'est sûr que les chiffres, ça n'a jamais été à force de la gauche puis des péquistes, là. Hey, juste avant qu'on commence, une petite annonce Patreon. Si vous allez sur Patreon aujourd'hui, patreon.com/isénéchal, le questionnaire pour les dômes d'or est disponible en ligne. On enregistre ça ce jeudi. Fait que remplissez votre questionnaire pour les dômes d'or. Qui est votre domien de l'année, masculin et féminin? C'est la plus grosse question du questionnaire chaque année. Et on va faire, comme d'habitude, notre gala au mois de janvier. Pas janvier, mais le 31 décembre plutôt. Le réveillon. Juste avant minuit. Donc, on va vous présenter ça. Les Dômes d'or sont de retour en 2025. Exact. Ouais, merci beaucoup, Éric, d'être là matin. Écoute. C'est un plaisir. Je peux-tu donner mon dôme d'or, moi, matin? Ouais, vas-y. Ben, vas-y donc. Un matin, je viens de me lever puis j'ai pété ma coche. Bon. Avez-vous vu l'article dans le Journal de Québec sur les buttes de neige, là, les bancs de neige? Oui. Qui ne vont pas être plus que 3 mètres de haut avec des angles de 25 %. Puis sinon, les enfants vont être obligés de porter des casques dans les cours d'école pour pouvoir aller jouer dans la neige. Oui, des full face. Je pensais que c'était satirique, mais en lisant l'article, je me suis rendu compte que c'était bien vrai. Il y a vraiment des commissions scolaires qui sont en train d'implanter ça. Puis là, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont embaucher? Parce que la prochaine nouvelle, ça va-tu être qu'on fait un appel d'offres où on annonce des embauches d'inspecteurs avec des rapporteurs d'angles puis avec des rubans mesurés pour faire le tour des écoles, se promener dans les bancs de neige? Ah non, juste lire aux gens là, le passage suivant qui est absolument lunaire. Là, la hauteur de la butte doit se situer entre 1,8 et 3 mètres avec une pente d'environ 25 %. Une zone remontée et d'attente devra être identifiée. Si ces conditions ne peuvent être respectées, le port du casque sera obligatoire. Là, on ne sait pas quel casque exactement. Là. J'aimerais ça que ce soit plus précis. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Eric, mais moi, je pense qu'on est... Quand j'ai lu ça un matin, je me suis dit, on n'est pas sorti mentalement de la période 2021. Là. C'est-à-dire que c'est comme le prolongement des zones chaudes, zones froides, puis des lignes à terre. Puis c'est une espèce de folie sécuritaire et réglementaire. Là. Moi, ce que j'ai vu là-dedans, là, c'est une société en déclin. C'est une société qui se meurt. Quand tu es rendu que tu attaques le plaisir puis les enfants, là, c'est une société là, qui n'a plus d'enfants puis qui n'a plus de plaisir. Puis malheureusement, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on veut nous diriger. Là. Et je disais ça, puis j'étais comme, c'est surréaliste. Là. Au Québec, là, c'est ce qui nous manque, c'est des enfants. C'est pas des fonctionnaires là, qui vont mesurer des bancs de neige. Là. C'est pas ça qui nous manque. Des fonctionnaires, on en a trop bien plus que de partout ailleurs sur le continent. Là. C'est pas de ça qu'on a besoin de plus. On a besoin d'avoir plus d'enfants et plus de fun. Et ce qu'on veut faire, c'est exactement le contraire. C'est pas la seule affaire. Tu as l'impression que toutes les 4 partis à l'Assemblée nationale sont obsédés par essayer de nous contrôler, essayer de nous empêcher de faire des choses qui pourraient nous apporter du plaisir ou de l'argent. C'est toujours la même dynamique à l'œuvre. Puis quand ils attaquent les enfants, c'est sûr que ça a une connotation, ça a une touche, ça vient nous chercher plus. Je trouve que c'est plus émotif. En tout cas, pour moi, tu sais, qui n'a pas des beaux souvenirs de s'être amusé dans un banc de neige, dans une igloo ou dans un... Ça fait partie de nos plus beaux souvenirs de notre enfance. Puis là, on voudrait que les enfants portent des casques, qu'il y ait des messieurs avec des rapporteurs d'angles puis des tapes à mesurer dans le cours pour être sûr qu'ils ne vont pas se tuer parce qu'ils jouent dans la neige. Éric, le film La guerre des tucs, c'est quasiment un film libertarien, ça, cette affaire-là. Ça tire des boules de neige. Mais non, mais écoute, ça tire des boules de neige là-dedans, pas de règlement. Il y en a qui n'ont pas de oui, puis le chien meurt à la fin aussi, Frank. C'était l'époque des irresponsables, Ouais, l'époque, la grande noirceur, en fait, c'est ça. La grande noirceur. Non, le banc de neige de la grande noirceur. Mais je comprends que c'est une anecdote, là, puis c'est juste un article, puis tout le monde va passer à d'autres choses dans 24 heures. Mais je trouve tellement que c'est symptomatique du mal qui nous afflige à l'heure actuelle au Québec. Je pense pas qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui ont ce genre de règles-là. Écoute, à un moment donné, tu as lu tantôt, le banc de neige va être au moins, parce qu'il y a un minimum. Il faut que ce soit 1,8 mètres.
Fait que là, s'il n'y a plus de neige, puis la neige fond, ils vont faire quoi? Ils vont s'engager des gars pour faire de la neige Ouais, artificielle? c'est ça. Comme, écoute, il y a un minimum pour un banc de neige, puis un maximum pour un Ouais, il y a banc une de neige. hauteur plancher. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez en même temps, c'est une déconnexion vraiment intense. Puis là, je dirais pas les élus, parce que ça vient pas des élus, cette affaire-là, ça vient du fonctionnariat, là, on s'entend. Mais il y a une déconnexion entre les fonctionnaires, les élus et la population, parce que quand tu regardes ce qui s'est passé à Rivière-du-Loup pour la Oui, patinoire, par exemple, on a voulu exiger un citoyen qui déconstruise la patinoire qui venait juste de terminer pour ses enfants en avant de sa maison. Puis c'est des fonctionnaires municipaux qui ont envoyé cette lettre-là, ainsi de suite. Et rapidement, ils ont fait une pétition, puis tu t'es ramassé avec des centaines de noms sur la pétition. Fait que quand tu regardes où ce que la population est mentalement, c'est de laisser les enfants être des enfants. C'est là que la population est en réalité. Puis là, tu regardes tout ce qui s'est passé, le shit show la semaine passée avec le Parti québécois qui voulait nous faire oublier qu'ils avaient tapé méchamment sur les artistes. Là. Ils se sont dit on va aller taper sur la droite de Québec, on va sortir une mesure complètement liberticide pour les enfants, puis ils vont tout tilter, fait qu'on va pouvoir rire d'eux autres. ouais. Et là, à un moment donné, tu es là, tu te dis, il me semble, en 2 semaines, on est tout le temps en train d'attaquer le plaisir des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça exactement? Ben, c'est fou. Là, ceux qui ne l'ont pas vu passer, l'histoire du PQ, c'est une autre affaire, là, c'est qu'ils voudraient que les enfants en bas de 14 ans aient plus accès à aucun réseau social. Ils voudraient bannir complètement les réseaux sociaux là, pour les enfants de moins de 14 ans. Puis ça, c'est une autre affaire. Ça attaque les enfants, oui, là, mais ça attaque aussi les adultes, parce que là, ça veut dire que on va être obligé de prouver notre âge, notre identité. Au niveau de l'information qu'on fournit à chaque fois qu'on s'ouvre un compte, il va falloir qu'on soit Mhm. beaucoup plus exposé. Il y a des gens qui ne veulent pas, là, ils ne veulent pas non plus donner ces banques de données-là à des multinationales étrangères. Là. Mais là, Ouais, le c'est ça. gouvernement du Québec va être complice des GAFAM de ce monde pour leur donner encore plus d'infos sur les Québécois. On va être probablement rendu ceux qui vont donner le plus. Si le Parti québécois est élu puis va de l'avant avec ses idées de fou, là, on va être ceux qui vont être obligés de donner le plus d'informations à ces géants du web. Et pour se faire mieux et plus bombarder de pubs, j'imagine, ultérieurement, là, parce que c'est ça qui arrive. Et puis aussi, pareil, comme si les parents ne sont pas intelligents. Moi, c'est ça qui m'écarte tout le temps là-dedans. C'est quand tu mets des règles, puis tu veux tout encadrer, puis tu veux tout gérer, ce que les enfants font, puis ont le droit de faire, puis n'ont pas le droit de faire, c'est parce que tu considères que le parent n'est pas assez responsable pour élever ses enfants, il faut que ce soit l'État qui le fasse. Parce que Ben oui. le dénominateur commun de toutes ces histoires-là, c'est ça. Là. C'est qu'on ne fait pas confiance au jugement des parents. Les parents au Québec, c'est des mauvais parents, alors que le gouvernement, lui, il est bon avec les enfants. Si vous croyez ça, ben c'est sûr que vous allez être d'accord avec toutes ces mesures, toutes aussi folles les unes que les autres. Puis sinon, si vous pensez que le parent est responsable puis que l'enfant a le droit de vivre, ben vous ne pouvez pas être d'accord avec aucune de ces mesures-là. Là. C'est Ben, pas puis plus compliqué que ça. puis ça fait plusieurs années, Eric, sur plusieurs sujets différents, qu'on attaque systématiquement l'autorité parentale et la Oui. responsabilité parentale. Rappelle-toi, il y a 1 an ou 2 de ça, le gros sujet au Québec, c'était de dire, en gros, ben, un enfant, un adolescent, à aller jusqu'à, ben, tu sais, à partir de tel âge, il est pas l'école n'est pas obligée de dire aux parents s'il change de prénom, puis s'il décide qu'il est une fille ou un gars. Puis à un moment donné, tu dis, attendez un peu, là, je pense que l'enfant, ça c'est pas pour rien que quand c'est pas ton parent, on appelle ça ton tuteur légal. C'est lui qui est responsable de toi. Tes parents sont responsables de toi. Donc, si Mathis devient Geneviève, je pense que les parents sont supposés de le savoir. L'école n'est pas supposée d'encourager l'enfant, d'accompagner l'enfant dans le dos de ses parents, à moins d'un cas exceptionnel, tu sais, d'antécédents de violence familiale. On comprend tout ça, là. On le sait là, qu'il y a du monde qui n'ont pas d'allure dans le parentage. C'est pas ça le point. Mais c'est que sur chacun des sujets dans les dernières années, c'est comme si on met de l'avant que, en gros, les parents sont là, mais tu sais, ils servent un peu à rien. C'est l'État et c'est l'enfant. Puis, ce qui m'inquiète encore plus là-dedans, c'est que, OK, tu viens au monde, puis tu es comme le produit de l'État, c'est lui qui est responsable de toi. Puis après ça, ben, c'est parce que l'autorité parentale à 18 ans, ça arrête. Mais l'autorité gouvernementale, ça n'arrête jamais, ça. Fait qu'à partir du moment où tu tombes sous la coupe de l'État, puis c'est lui qui s'occupe de tout pour toi, tu t'en sors jamais, même comme adulte. Puis c'est ça c'est le faux pli qu'on essaie, j'ai l'impression, de nous faire prendre, là, qu'on veut que ce soit des décisions collectives qui gouvernent nos vies de plus en plus, qui contrôlent notre réalité. Puis c'est le combat ultime. Hein? Je pense que ça, c'est la vraie division de plus en plus. Puis c'est pas juste au Québec, là, c'est en Occident, partout. Là, on le voit, c'est des gens qui croient que le gouvernement est beaucoup mieux placé que nous pour prendre des décisions pour notre bien-être
ou si c'est nous-mêmes qui pouvons encore être notre libre arbitre. Puis ça commence par l'autorité parentale. On veut miner l'autorité parentale. Puis après ça, on veut limiter aussi l'autorité des adultes de décider pour eux-mêmes. Là. Puis ça veut Puis, dire quoi dans le quotidien? Ça veut dire qu'on veut vous imposer plus de taxes, on veut décider comment vous allez gérer vos déchets, on décide de qu'est-ce que vous avez, quelle distance vous allez devoir pouvoir vous promener, si ou non vous avez le droit d'avoir une voiture. On veut tout contrôler votre environnement, morceau par morceau. Et je vais vous dire que depuis quelques décennies, ça fonctionne relativement bien, là, leur affaire, dans le sens où, à tous les ans, il y a de plus en plus de règlements. À tous les ans, vos libertés sont toujours un petit peu plus grugées. Puis à tous les ans, le gouvernement augmente sa taille. C'est regarder le nombre de fonctionnaires qui explose à tous les ans. Puis ils disent, on n'a pas le choix, sinon on va falloir couper des services parce qu'on est obligé de faire ça. Fait que si on n'a pas assez de monde, on ne pourra pas le faire. Donc, l'idée de dire on va déréglementer, on va enlever des couches de gras, on va enlever des fonctionnaires, ça ne fait pas partie de leur réalité, encore moins de leur vocabulaire. Fait qu'on se ramasse avec des États obèses et tentaculaires, comme le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral le sont de plus en plus. on regarde du côté du Parti québécois, on voit un peu se dessiner dans toutes les régions du Québec, en dehors de Montréal, la guerre qui se prépare pour la prochaine élection, c'est PCQ, Parti québécois. Là. Oui. Arthabasca, c'est un microcosme de ce qui va se passer probablement l'automne prochain. Euh, il y a des tensions entre vos deux partis. C'est le fun pour des commentateurs politiques comme nous autres. On adore, ça donne un bon show. Mais quand tu regardes la source des tensions, c'est que tu as un Parti québécois qui recrute énormément du côté gauche du spectre Ouais. politique, mais que dans son discours, essaie de vous voler l'étiquette de conservateur. D'ailleurs, Pascal Bérubé, cette semaine, Oui. t'accusait carrément de ne pas être un vrai conservateur de ton C'est côté. lui le vrai conservateur. Ben oui. Ils C'est veulent voler lui le cette étiquette. benchmark du conservatisme, apparemment. Exactement. Ben, Puis là, on là, dit, t'es pas mais juste finir là-dessus, t'es pas un conservateur, t'es un libertarien. Mais moi, ce que j'ai compris du conservatisme, là, c'est que la famille est centrale, ben oui. justement. Tu sais, l'individu est important, mais la famille est centrale comme institution et l'État est vraiment, mais vraiment, vraiment secondaire à tout ça. Et là, de voir l'État rentrer dans les maisons des gens pour aller gérer les familles, moi, je vois pas ça comme du conservatisme. Mais non, ça ne l'est pas pantoute, en fait. C'est le contraire. Là. Et ce qui est bizarre, le Parti québécois, il ne faut pas se surprendre non plus. Là. Moi, justement, parlant d'Arthabasca, rappelle-toi qu'ils m'ont mis un adversaire, un ancien militant d'extrême gauche violent, anticapitaliste, 41 jours en prison, avec un passé criminel, qui était 16 ans plus tard un admirateur de Fidel Castro qui faisait ses louanges sur ses réseaux sociaux, journaliste à Radio-Canada, puis on dit que ça, c'était le centre droit du Parti québécois. Ça vous donne une idée, c'est quoi à gauche, là? Imaginez le reste de ce qui est plus à gauche de lui. Si lui, c'est l'élément le plus à droite, imaginez le reste du parti. Là. Fait que puis tu as raison, Yann, ça s'en vient de plus en plus. Cette guerre-là, je le sens dans les régions. Là, il y a beaucoup de tensions entre le PQ et le Parti conservateur. D'ailleurs, la prochaine bataille, Frank, va avoir lieu dans ton ancien hood. Ça va être à Chicoutimi que ça va se passer dans les prochaines semaines. Là. Mais il y a quelque chose, parce qu'on s'entend, là, moi je pense que la CAQ, M. Legault, il veut bien, puis il veut ressusciter, mais je pense que le taux d'insatisfaction est rendu tellement élevé que les gens ne l'écoutent plus. Mais peu importe ce qu'il dit, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus le seuil de crédibilité pour pouvoir faire avancer les idées au Québec. Québec solidaire, ils viennent de vivre une de leurs pires crises, encore une fois, avec Vincent Marissal ces dernières semaines, puis il y a la moitié de leur caucus qui ne veut plus se représenter. Le Parti libéral, mais là, écoute, à tous les jours, quand on ouvre le journal, on se demande quelle tuile va lui tomber sur la tête, puis quel enquêteur va débarquer chez eux, puis quelle accusation de corruption va revoler aujourd'hui. Fait que je pense pas qu'ils sont dans un état pour faire une campagne électorale puis se battre là, contre le PQ. Puis le Parti québécois, si on n'était pas là, imaginez si le Parti conservateur n'est pas là, je m'excuse, mais le PQ serait tout seul. Là. Je veux dire, ils n'ont pas. Dans Arthabasca, le parti le plus proche, après, là, il n'y avait pas 10 là, après Non, nous autres. Là. Donc, ça se dessine. Puis moi, je trouve que c'est une belle position pour nous autres, dans le sens où on va pouvoir faire ce débat des idées-là. Je pense que dans des régions, on va le voir, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Et puis on est capable de plus en plus, grâce au monde comme vous, puis grâce aux technologies, on est de plus en plus capable d'avoir notre message qui se rend directement à la population, particulièrement pour les plus jeunes. Puis c'est là-dessus qu'il va falloir tabler là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Là. Pour 2026, pour l'élection qui arrive, ça va être. C'est quoi un petit peu pour toi puis pour le parti l'enjeu? Parce qu'à la dernière élection, on l'a vu, je ressortais les chiffres, vous avez fait 12,9 je pense, à Oui, l'élection exact. générale.
Mais ça ne s'est pas concrétisé par des sièges. Puis, on en a beaucoup parlé. Puis là, après ça, les gens se demandaient, Éric, vas-tu réussir à convaincre un député déçu qui est rendu indépendant de se joindre? Bon, on connaît toute cette histoire-là. Et là, bon, Québec 125, je regardais ça ce matin, vous crédite là, les agrégats de sondage d'à peu près 14-15 En ce moment, on parle de entre 3 et 10 députés, probablement 6-7 dans la fenêtre d'opportunité. Là, l'énergie, c'est-tu vraiment de rentrer à l'Assemblée nationale ou d'essayer d'augmenter? Parce que moi, je pense qu'il y a comme un enjeu de essayer de comme tirer partout, puis on augmente un petit peu à Montréal, un petit peu dans les régions, mais il n'y a encore finalement pas d'élus. Là, ça serait ça un peu qui serait Tu résumes dramatique bien pour le vous autres. dilemme avec lequel on est confronté tous les jours. Idéalement, on essaye de tout faire, mais évidemment, on n'a pas les ressources pour tout faire. Ça prend quand même un fort pourcentage parce que c'est important le pourcentage aussi au niveau national, ne serait-ce que pour les revenus post-électoraux, mais aussi pour être vu comme une force politique qui est compétitive, pas juste dans la région de Québec, mettons. Et donc, c'est un gros dilemme qu'on a. Moi, je suis encore de l'école de penser, oui, on va mettre beaucoup plus de ressources dans les circonscriptions, les 10-12 circonscriptions dont tu parles, là, Frank, mais il faut quand même avoir un discours national, il faut quand même s'intéresser à tout. Puis, regardez, je donne un exemple. Ce qui se passe au Parti libéral, pour nous, c'est une fenêtre d'opportunité, là, c'est clair. Là. Il y a de plus en plus de libéraux qui vont chercher une nouvelle maison, particulièrement chez les non-francophones, qui sont la clientèle traditionnelle libérale. C'est un gros pari parce que les libéraux sont restés très fidèles les Anglos sont restés très fidèles aux libéraux. Mais cela étant, dans la dernière élection, le comté le plus anglophone du Québec, le moins francophone, c'est la circonscription de Darcy-McGee. On a fait 23 OK, c'est presque 2 fois notre score national. On a fait plus dans Darcy-McGee, ça c'est Amstead puis Côte-Saint-Luc à Montréal, qu'on a fait dans Vanier ou dans Charlesbourg à Québec. Là. OK, les gens doivent jouer, ou même à Lévis. On a fait plus dans des circonscriptions, même à Chemédé, à Laval, on a fait plus que dans ces circonscriptions-là. Donc, on ne peut pas laisser tomber ces gens-là qui pensent comme nous non plus. Il faut qu'on trouve une façon. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait une campagne publicitaire récemment, là, No Referendum, No Corruption, là, pour les médias anglophones à Montréal. Je pense qu'il faut quand même parler à ces gens-là. Bon, là, tu montres les chiffres. Là. Ben, c'est ça, on voit Chemédé, 20 quand même beaucoup. Là. 20 c'est beaucoup, là. Mais tu regardes comment c'est impossible de gagner. Les libéraux sont à 55. C'est ça le problème qu'on a. C'est qu'on fait des scores très hauts, puis on est deuxième, mais on ne réussit pas à remporter les circonscriptions. Mais en même temps, Éric, personne parle à cet électorat-là. C'est ça, moi, le paradoxe que c'est ce que je disais l'autre fois dans une entrevue avec Rémi Villemur. Il me demandait si ta stratégie là-dessus était bonne. J'ai dit, je ne sais pas si elle est bonne, mais je pense qu'elle est morale au sens où on se plaint depuis que je suis au monde, j'entends ça. Les Anglos, de toute façon, vont toujours voter libéral. Ben oui, Ouais, mais mais c'est ça, qui d'autre leur parle? Qui d'autre leur dit, écoutez, on est une alternative possible, puis on ne fera pas juste vous casser du sucre sur le dos, on va vous tendre la main raisonnablement. À cette heure, prenez-la ou prenez-la pas, on vous tend la main. Moi, je pense que c'est quand même moral de au moins l'essayer. Regardez, là, je vais vous donner un exemple bien niaiseux. Là. Dimanche soir, c'était la Hanouka, là, okay? C'est une fête juive là, pour Noël. Puis là, c'était l'allumage de la menorah. Ils allument les bougies, là, leur gros chandelier. Là, et pour Noël, puis le maire de Hampstead m'a invité. OK? Puis je suis allé avec notre candidate, Bonnie Feigenbaum, dans Darcy-McGee. Je suis allé là. C'est sûr que la probabilité qu'on gagne ce comté-là, selon Québec 125, est de 1 là, OK? Mais on a fait 23 la dernière fois. Je suis arrivé là. Eux autres, là, ils n'ont jamais vu ça, là, des adversaires politiques du Parti libéral être là. Les 2 députés libéraux, provinciaux et fédéraux, étaient sans connaissance de me voir là. Ils n'avaient jamais vu ça, un conservateur, là, tu comprends? Fait que là, pour la première fois, ils ont l'impression que leur monopole est ébranlé. Puis je pense que c'est sain. Puis tu as raison, c'est une chose, Frank. Oui, c'est vrai qu'il faut gagner des sièges, puis je vais tout faire pour les gagner, croyez-moi, c'est pas ça le point. Mais on est en politique aussi, pas juste pour gagner des sièges. Dans le sens où, tu sais, moi, là, je suis allé là d'abord et avant tout. Honnêtement, quand je me suis présenté il y a 4 ans, je ne pensais pas d'être élu, OK? Je ne pensais même pas que le parti ferait 10 aux élections. Je suis allé parce que je me disais, il faut faire bouger la fenêtre d'Overton. Il faut faire bouger la fenêtre des idées au Québec. Il faut l'amener plus à droite. Sinon, le Québec est en train de se noyer à gauche. Là. Il faut qu'on ait au moins un contrepoids à droite.
C'était ça mon objectif initial. Puis c'était aussi le fait que je voulais voter parce qu'avec les 4 partis qu'on a à l'Assemblée nationale, si j'avais eu à choisir, pour moi, c'était 4 copies carbone. J'aurais pas pu voter pour aucun. Puis je me disais, pour la démocratie, c'est important que les gens comme moi, on puisse participer, qu'on puisse voter. Fait que ça, c'était ma motivation de départ. Fait que là, aujourd'hui, c'est le fun. On est rendu dans un autre débat. On est rendu de savoir combien de comtés on va gagner. On a fait bien du chemin depuis ce temps-là. Puis rappelez-vous qu'au début, je ne pensais même pas participer au débat des chefs. Quand je me suis présenté, là, on ne pensait jamais que j'allais pouvoir être même invité au débat des chefs. C'est parce que les sondages se sont mis à monter qu'ils ont été obligés de nous inviter à un moment donné. Mais fait que, moi, je pense que c'est peut-être le drame du Parti libéral. Ils ont pensé trop, justement, à juste gagner 2 sièges, puis garder le siège, puis le forteresse libérale, puis ils n'ont pas pensé assez aux idées, puis faire avancer, puis parler au monde, puis regarder ce qui est en train de nous arriver. Moi, je pense qu'en politique, la base, là, c'est de faire avancer des idées, puis de proposer des solutions, et c'est ce qu'on va faire. Puis ma priorité pour la prochaine campagne électorale, en fait, c'est pas plus de parler aux gens des comtés gagnants que de parler aux Anglos. Ma priorité, c'est qu'il y ait un parti qui va dire qu'il faut baisser les taxes et les impôts de façon substantielle, qu'il faut atteindre l'équilibre budgétaire beaucoup plus rapidement, qu'il faut exploiter notre gaz naturel au Québec, qu'il faut offrir une alternative en santé, que ça prend du privé, de la concurrence pour offrir des meilleurs soins aux patients, et ainsi de suite. Moi, ma priorité, là, c'est ça, c'est de faire avancer nos idées, puis de rassembler celles et ceux qui pensent comme nous. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y a eu une pandémie qui a fait qu'on a eu un noyau relativement important de gens. Là. Frank vient de le mentionner, 12,9 %. Mais il y a des gens sur plein d'autres enjeux qui sont d'accord avec nous. Puis, il faut élargir notre tente. Moi, mon objectif, c'est de l'élargir, la tente conservatrice, puis qu'il y en ait plus de monde qui s'en viennent avec nous autres. Quand je te parlais de Chicoutimi tantôt, là, on a recruté la fille qui était l'organisatrice de Carl Blackburn, Catherine Morissette. Ouais. Bien, pour moi, c'est important d'envoyer ce signal-là. Alors qu'il y a des libéraux là, qui sont découragés, qui cherchent une nouvelle maison, je vais envoyer un signal. Quand je fais des alliances avec Maïté Blanchette-Vézina, la députée de Rimouski, c'est pour dire aux caquistes qui pensent comme nous, qui pensent qu'il faut décentraliser, il faut que les régions aient plus de pouvoir, pour que le gouvernement arrête de les cannibaliser, puis de trop les taxer, puis les imposer, puis qu'il faut exploiter nos ressources naturelles dans les régions, puis il faut arrêter d'écouter juste les écolos de Montréal. Bien, ces gens-là, je veux qu'ils se sentent bienvenus aussi au Parti conservateur. Fait que ma priorité en vue de la prochaine élection, c'est ça. C'est d'avoir des idées fortes, puis de rassembler le plus large possible celles et ceux qui s'identifient à nos idées. Puis s'ils sont anglo, bien, tant mieux, on les prend, là, on prend tout le monde. Écoute, il y a un éléphant dans la pièce, on s'entend. PSPP semble vouloir s'entêter à y aller avec son référendum dans le scénario qui gagnerait la prochaine élection. Oui. Évidemment, tu as un message, c'est pas de référendum de ton côté, tu veux pas aller là, ainsi de suite. Mais l'éléphant dans la pièce, la journée que ça se fait, ce référendum-là, est-ce que c'est toi qui joues le rôle de Team Canada, du camp du non-fédéraliste éventuellement? Parce que si tu veux aller chercher le vote anglophone, je pense que ce chapeau-là doit être porté également de leur côté. Bien, d'abord, je n'ai pas le profil pour faire ce job-là parce que moi, je crois au pouvoir québécois. Moi, je suis de ceux qui veulent accroître le pouvoir québécois. Je me suis toujours battu toute ma vie, puis j'ai même voté oui au référendum en 1995 parce que je voulais accroître le pouvoir québécois. Mais si je suis contre l'idée d'un référendum aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai l'impression qu'un troisième échec référendaire va faire reculer le pouvoir québécois, comme il a reculé lors du deuxième référendum, comme il a reculé lors du référendum de 1980. Le PQ a une stratégie perdante qui fait reculer le pouvoir québécois à l'intérieur du Canada. Moi, je pense qu'il faut se donner un rapport de force. Moi, je m'inspire beaucoup plus de ce qui se passe avec Danielle Smith présentement en Alberta. J'aime beaucoup le fait, depuis qu'elle a adopté sa loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, elle l'exerce de façon positive au profit des Albertains. Puis je pense qu'il faut faire la même chose au Québec. Il faut accroître le pouvoir. Puis on a des alliés au Canada. La preuve, c'est qu'on a même des provinces. La Saskatchewan aussi a fait la même chose. On a des provinces qui sont en avant du Québec pour réclamer davantage de pouvoir de la part d'Ottawa. Moi, mon plan de match, c'est celui-là. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, Yann, c'est sûr que si PSPP s'entête à faire un référendum, on n'aura pas le choix d'y aller. C'est sûr et certain que je ne peux pas embarquer dans l'autobus de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que tout le monde a compris ça. Ça serait complètement... je ne sais pas comment dire ça. Je comprends pas la motivation péquiste. Très honnêtement, là, je ne comprends même pas qu'il soit dans cet entonnoir-là. Parce que la seule raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, là, c'est parce qu'au Québec, en 2025, c'est possible de gagner une élection avec 32-33 % des votes, être majoritaire, alors qu'il y a 20 ans, à 45 % tu perdais.
OK? C'est ça la réalité, là. La réalité, c'est qu'il y a 5 partis, puis qu'avec moins du tiers des votes, tu es capable de gagner le pouvoir. Puis eux autres, ils s'imaginent qu'avec moins du tiers des votes, ils peuvent gagner un référendum alors que la barre est à 50 plus 1. Donc, on est dans une dynamique où ils font fi de la réalité, puis c'est sûr que les chiffres, ça n'a jamais été à force de la gauche puis des péquistes, là, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils n'auront pas le 50 puis ils vont faire reculer le Québec. Moi, j'ai espoir encore qu'ils vont reculer, mais s'ils foncent dans le mur, moi, je ne m'embarquerai pas dans l'autobus du oui qui s'en va dans le mur. Ça ne m'intéresse pas. Parce que là, il va y avoir comme une. Parce que si le PQ s'entête à aller à promettre un référendum, il y a comme un peu trois personnes qui vont. Je pense que c'est ça leur pari, c'est qu'ils vont être les seuls, parce que QS est en train d'être totalement marginalisé. Eux vont être comme les seuls représentants de l'option oui. Et là, tu vas avoir trois partis qui vont comme se disputer d'être le porte-parole du non, pas de référendum. Et là, ben, on a vu François Legault, je pense, l'a compris, ce truc-là. Là. Il a donné une entrevue à Patrice Roy où il Ouais, dit hier. c'est une catastrophe, faut pas qu'il y ait de référendum. Lui ici va vouloir jouer sur cette carte-là de le PQ nous enligne dans le précipice. Ben oui. Mais c'est pas un peu ça la stratégie des péquistes, c'est de dire, ben, en faisant ça, on fait comme diviser de facto l'opposition en trois. Et C'est nous sûr. autres, on est tout seuls de notre côté, finalement, avec notre option. Là. C'est sûr qu'eux, c'est leur pari, c'est qu'ils vont virer ça de bord, mais tu ne revires pas. L'option souverainiste ne peut pas faire fi non plus de la démographie. Là. Regardez juste les résultats, puis ça aurait dû être une bonne leçon pour le PQ. Là. Regardez les résultats de l'élection fédérale qui a eu lieu au mois d'avril. Moi, regardez la région de Montréal, là, pour les gens des régions, là, comprenez la dynamique de ce qui se passe à Montréal. Avant ça, on disait il y a l'île puis il y a les banlieues. Il y a le 4-5-0 puis le 5-1-4. Mais c'est plus ça, la région de Montréal. Là. C'est le 4-5-0 et le 5-1-4 en grande partie. Là. Après ça, ils ont dit OK, c'est Montréal. Après ça, ils ont dit c'est Montréal et Laval. Mais là, c'est rendu que les libéraux de Mark Carney, les libéraux fédéraux, gagnent des comtés à Terrebonne, ils gagnent à Sainte-Thérèse, ils gagnent à Deux-Montagnes. Comprenez-vous que la couronne, là, puis c'est sûr que l'immigration joue pour beaucoup, il faut le dire aussi. Là. C'est sûr que quand tu accueilles 170 000 nouveaux immigrants par année, ça a un impact politique sur le résultat des élections. Parce que ces régions-là, on le sait, là, c'est des clientèles qui ne votent pas pour le Bloc québécois, qui votent beaucoup pour les libéraux. Oui, puis on se rappelle aussi, sur l'île de Montréal, il y a eu un comté qui a été bleu longtemps pendant la soirée électorale. Là. On avait pendant un bout, là, on se demandait si les conservateurs ne feraient pas leur première percée directement sur l'île. C'est Mont-Royal, c'est TMR, c'est Darcy McGee au provincial, c'est où ce que j'étais dimanche. Là. C'est le comté, ça, c'est beaucoup la communauté juive à Montréal, OK? C'est Darcy McGee, Côte-Saint-Luc, puis au fédéral, il y a Ville-Mont-Royal aussi qui est inclus là-dedans. Mais tu as raison, écoute, ça s'est décidé par un poil puis une cochonnerie. Là. Ça a vraiment été très, très serré, ce comté-là. Puis, mais là, parce qu'il y a des communautés qui s'identifient plus aux conservateurs. Puis souvent, ces gens-là, là, ça va vous surprendre, mais ils sont plus en contact avec les gens de Toronto qu'avec le reste du Québec. Là. Dans certaines communautés culturelles, OK? Fait qu'à Toronto, quand il y a une communauté culturelle, il y a souvent ces communautés-là, à Toronto, on le voit, sont de plus en plus conservatrices. Et donc, au Québec, sont encore très libérales. Mais moi, je pense que c'est une question de temps avant que même les communautés se divisent entre conservateurs et libéraux, comme ils se divisent dans le reste du Canada à l'heure actuelle. Ben, tu le vois d'ailleurs, je regardais pendant que tu parlais tantôt certains comtés de l'île de Montréal. Puis la réalité, c'est que c'est sûr qu'on part de vraiment, vraiment, vraiment haut, mais il y a une tendance baissière du vote libéral. Là. Tu prends un comté comme Westmount, c'était en 2014 81 libéral, 2018 66, 2022 50,5. Ils ont perdu 30 en deux élections. Ils ont perdu 30 en deux élections. Fait que, c'est sûr qu'ils vont le remporter la prochaine fois. Mais si on se projette d'ici 10 ans, il n'y a rien qui nous dit que les libéraux ne commenceront pas à perdre des comtés sur l'île. Si vous aviez dit il y a 10 ans à des gens que Terrebonne allait être pour le Parti libéral du Canada, tout le monde aurait ri de vous. Là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Là. C'est juste pour vous montrer comment ça change rapidement, puis la démographie évolue. Puis l'autre élément, c'est les âges aussi. Là. Je veux dire, la génération souverainiste, c'est beaucoup plus les boomers, là, veut pas. Puis les jeunes sont plus conservateurs, on l'a dit tout à l'heure. Puis ça veut dire qu'à tous les ans, nous autres, il y a de plus en plus de monde qui ont droit de vote, que c'est des nouveaux électeurs, puis il y a de moins en moins de gens d'adversaires parce que malheureusement, ils nous ont quittés. Là. Donc, c'est pas... il y a une réalité démographique qui joue contre eux. Puis ça, ils en font fi. Puis c'est peut-être. Puis en même temps, je dis ça, mais c'est peut-être ça qui explique pourquoi ils sont prêts à jouer quitte ou double.
parce qu'ils se disent, si on ne l'a Dernière pas chance. maintenant, on ne l'aura plus jamais. Là. Il y a un peu de ça. Écoute, on le sait au niveau conservateur fédéral et conservateur provincial, les liens n'ont jamais été très solides entre les deux partis dans les élections passées. On a même vu certaines petites attaques un peu sournoises au fil du temps, notamment un Jacques Gourde, là, il y a quelques mois. Mais on sent que la direction a pris un changement du tout au tout entre les deux partis. Il commence à avoir des rapprochements avec le parti de Pierre Poilievre. Et ce que tu dis est quand même assez important au niveau des jeunes. Le parti Pierre Poilievre au Canada, dans le 18-29 ans, les jeunes, autrement dit, est le parti numéro 1 Ouais. présentement. Il l'était également il y a 12 mois. En fait, on a montré les chiffres dans le podcast cette semaine. Là, c'est autour de 40-41 et il n'a pas perdu d'appui dans les 18-29 ans dans le dernier 12 mois. C'est resté extrêmement stable du côté de Pierre Poilievre. Cet électorat-là vous est accessible au niveau Oui. provincial éventuellement. Puis on sent qu'il y a des rapprochements entre les deux partis présentement. Comment ça C'est va, les intéressant. relations justement avec les conservateurs fédéraux C'est présentement? intéressant ce que tu dis, Yann. Puis je te dirais que le point de bascule, ça a été l'élection dans l'Arthabasca. Vous avez vu à 2-3 reprises pendant la campagne électorale, vous avez vu Pierre Poilievre m'appuyer, qui n'aurait jamais été possible avant. Il y a même eu une sortie du député local, Luc Berthold, qui est sorti pour m'appuyer en pleine campagne électorale. C'est la première fois que je faisais un événement officiel avec un député du Parti conservateur du Canada, puis en campagne électorale en plus. Là. Donc, ça a été vraiment un point de bascule. Puis au niveau des organisations, ce qui est encore plus important que ce qu'on voit, là, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est sous-marin. Au niveau organisationnel aussi, il y a de plus en plus de liens qui s'opèrent. On vient d'embaucher un nouveau directeur exécutif au parti qui était l'ancien directeur exécutif du Parti conservateur du Canada depuis de très nombreuses années à Ottawa. Donc, tranquillement, il commence à y avoir là, un climat différent. Puis les gens vont se dire, mais pourquoi tout d'un coup ça arrive? Bien, ça arrive, je pense, parce que beaucoup de conservateurs fédéraux craignaient la CAQ parce qu'ils se disaient notre électorat est divisé entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec. Fait qu'on ne veut pas prendre position ni d'un bord ni de l'autre. Fait qu'on reste au-dessus de la mêlée. Sauf que là, vous le voyez, la CAQ de plus en plus recule. Et donc, ils se disent, ben là, puis nous autres, on monte tranquillement. Fait qu'ils se disent, ben il faut, on va faire comme dans toutes les autres provinces. Parce que dans les autres provinces, là, des fois, il y a des liens organiques, des fois, il n'y en a pas. Mais c'est toujours essentiellement les mêmes organisations. Puis nous autres, il y a des comtés que c'est comme ça. Là. Il y a des comtés que le monde qui sont sur l'exécutif du PCC sont aussi sur l'exécutif du PCQ. J'ai même déjà vu qu'ils font les deux réunions en même temps, une en arrière de l'autre, parce que c'est le même monde, ils n'ont pas besoin de se déplacer 2 fois. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis moi, mes relations avec Pierre Poilievre, personnellement, ont toujours été excellentes. Que c'est un gars qu'on se connaît depuis très longtemps, on se parle régulièrement. Mais eux autres aussi ont leur propre défi. Il va y avoir un congrès, eux autres aussi, au mois de janvier, où on va voir ce qui va se passer. Ça va se passer, ça va se passer. Écoutez, honnêtement, moi, j'ai mon propre congrès au même moment à m'occuper. Là, fait que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce qui se passe de leur côté. Mais j'ai confiance qu'à la prochaine campagne électorale, autant provinciale que fédérale, nos deux organisations, à tout le moins, vont coopérer beaucoup plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Là. L'éléphant dans la pièce, un peu par rapport aux conservateurs, puis c'est un peu une anomalie. Ben, pas une anomalie, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années. C'est avant, on disait les vieux sont conservateurs, les jeunes sont progressistes. C'était ça qu'on disait, avec toutes les formules, les fameuses expressions qu'on connaît. Là, si t'es pas de gauche quand tu as 20 ans, tu n'as pas de cœur. Si tu l'es encore à 40, c'est que tu n'as pas de tête. On disait, c'était toutes les expressions qui illustraient cette réalité-là. Et là, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est Poilievre est premier dans tous les groupes d'âge, sauf les plus vieux. Et quand on regarde les derniers sondages au niveau des conservateurs, ce qu'on observe, c'est que vous êtes bien positionné. Bon, évidemment, le PQ a réussi à être premier Oui, mais partout. gars, les 18-34, on est quand même deuxième. Là. Mais c'est ça, je te dis, vous avez des bons scores dans beaucoup de groupes d'âge, mais là où le bas blesse, c'est vraiment le 65 ans et plus. Là. Comment Oui. vous. Tu sais, c'est quoi la stratégie par rapport à ça? Parce que les 65 ans et plus sont nombreux. C'est le groupe d'âge le plus nombreux. C'est la poche démographique la plus nombreuse. Ils ont un gros poids dans les Ils se élections. déplacent pour voter, eux autres.
Oui, puis c'est les seuls qui ont de l'air à aimer encore François Legault. Tu vois que la CAQ s'est dégonflée dans tous les groupes d'âge où elle est pratiquement rendue dernière. Ce qui la maintient encore son chiffre à 13, 14, 15 c'est le 65 ans et plus. Comment qu'on fait pour aller les chercher, ces gens-là? Je ne sais pas si ton expérience dans Arthabasca t'a montré quelque chose là-dessus, parce qu'on voit que ça scorait bien dans les milieux plus ruraux à l'extérieur de Victo. Mais on sentait, là, on a entendu une couple de vox pop, là, que les gens plus vieux, là, Duhem, il lui fait peur. T'as raison, puis ça a été comme ça depuis toujours. Écoute, j'étais allé à la place du Royaume, tu connais ça, à Chicoutimi Oui, peut-être, oui. là? Tu sais, il y a une espèce de food court là, dans le milieu, là. Il y a des petits restos, là, puis un espace là, avec des tables où on peut manger. Puis je suis allé avec ma candidate la semaine passée pour la. Tu sais, elle m'a dit, Éric, viens, on va aller déjeuner à la place du Royaume. Il y a plein de vieux, ça jase. On va prendre le pouls des personnes plus âgées à Chicoutimi. Puis ça a été la première fois depuis que je suis chef du Parti conservateur que j'étais accueilli d'une foule de personnes beaucoup plus âgées puis qu'il n'y avait aucune hostilité. Puis là, je pense qu'on n'est pas encore leur choix, de toute évidence. Toi, tu viens de montrer les chiffres, puis ça parle. Là. Mais il y a moins d'hostilité à notre égard qu'il y en avait. Puis l'élément que je vous invite à regarder maintenant dans les sondages, c'est pas juste les chiffres. Regardez le deuxième choix. On n'a jamais été le deuxième choix de personne, OK? Parce que c'était comme, t'es conservateur, puis t'es un paria, ou ben non, t'es avec les autres, puis c'est toute la même affaire, puis c'est toutes des vases communicants, les quatre autres. Parce On qu'ils vous pensent aime à peu près beaucoup tout ou on faire. vous déteste? Grosso modo, là. C'est ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on devient de plus en plus le deuxième choix des autres. Donc, fait que nous autres, la côte est à pic à remonter. Là. Fait que la première étape, c'est qu'ils arrêtent de nous détester puis qu'ils commencent à considérer que peut-être ils peuvent voter pour nous. L'étape suivante, c'est qu'on devienne le deuxième choix si leur premier choix ça est plus le premier. Puis après ça, Fait qu'on on part de très loin, mais je te dirais que tranquillement, ça commence à être dégelé. Puis je pense que ces gens-là, la façon de leur parler, c'est de parler de l'avenir. Moi, je ne changerai pas mon discours, évidemment. On peut pas, on se dénaturera pas, là. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, là, c'était la gauche-droite, c'était les jeunes, les vieux, là. Mais c'était vrai aussi au niveau des souverainistes. Hein. Rappelle-toi que les souverainistes, dans le temps de René Lévesque, c'était les jeunes qui votaient oui, là. Aujourd'hui, tu sais, t'as un rassemblement du PQ, cherche les têtes qui sont pas blanches, là. La réalité pour eux autres aussi a changé. Fait qu'il faut. Moi, je pense que ces gens-là, la façon de leur parler, il faut leur parler de l'avenir. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un être humain qui veut donner moins à la prochaine génération, qui ne veut pas que ses enfants réussissent, qui ne veut pas que ses petits-enfants ne vivent pas dans un monde meilleur. Tu sais, moi, j'invite les grands-parents. Tantôt, on parlait du banc de neige. Là. Les grands-parents, là, ils ont fait comme nous autres, bien pire peut-être. Ils ont joué, les autres, dans ce temps-là, les bancs de neige étaient peut-être même plus hauts que les nôtres. Là. Et donc, il faut leur rappeler qu'est-ce qu'ils ont fait, puis pourquoi leurs petits-enfants ont le droit d'avoir la même chose. Puis pourquoi il ne faut pas lui mettre des casques ou les empêcher d'avoir des buts à plus que 3 mètres avec des pentes de 25 là. Fait que moi, je pense que le message que j'ai pour ces gens-là, c'est un message de voter pour vos enfants, voter pour vos petits-enfants. Ça va être ça, mon message, parce que je n'embarquerai pas dans la surenchère pour limiter puis contrôler les jeunes, puis essayer d'avoir une société de plus en plus aseptisée. Puis quand les enfants, on les emballe dans du papier bulle, là, ça ne fait pas partie des valeurs conservatrices, puis ça ne fera jamais partie de nos valeurs. C'est sûr que de ce côté-là, il y a un point à faire. Mais il n'y a pas un point à faire aussi sur pas le démantèlement, mais l'effondrement de la qualité des services publics. Ouais. Là. Moi, c'est ce qui me La sidère un santé. peu. C'est ça, c'est ce qui me sidère un peu de cette génération-là. C'est que c'est comme s'ils ne voient pas que c'est eux les principaux. On ne se le cachera pas, là, l'essentiel des dépenses, c'est la santé. C'est ça, le gros de l'argent s'en va là-dedans, la moitié. On paye, on paye, on paye. Ces gens-là payent aussi, ont payé toute leur vie. Et il y a une qualité de service qui est épouvantable. Puis c'est comme eux qui vont être les. Tu sais, c'est pas les gens de 22 ans là, qui vont aller à l'hôpital puis être victimes des temps d'attente pour une chirurgie de la hanche. Là. C'est les gens plus vieux. On dirait qu'ils font pas que c'est comme s'ils n'arrivent pas à faire le lien entre vous votez pour des partis qui vous promettent de rien changer. Ça veut dire que c'est vous qui allez être victime de ce système-là. Je reviens, c'est anecdotique, mais ça va dans le sens de ce que tu viens d'expliquer, Frank. Pendant que j'étais en Arthabasca en train de faire l'élection, je rencontre une personne âgée justement dans un centre à Victoriaville qui me dit, moi, Éric, j'ai toujours voté pour le Parti québécois, je me suis toujours défini comme un gars de gauche. Puis, tu sais, le monsieur, il a peut-être 72, 75 ans, là, quelque chose de même, peut-être un peu plus. Mais il dit, là, pour la première fois de ma vie, je vais voter pour toi. Puis là, je dis, ah oui, pourquoi? Puis
Puis il me dit, parce que je viens d'avoir des problèmes de santé. Puis il m'explique qu'il y avait 50, écoute, il était magané, le monsieur, là. Il y avait beaucoup de problèmes, puis il attendait, puis il y avait toutes sortes de problèmes avec le système de santé. Puis j'ai toujours défendu, j'ai payé toute ma vie, puis j'ai toujours défendu ce modèle-là. Puis on le met en place tout au long de ma vie. Je l'ai vu grandir toute ma vie. Puis là, le jour où j'en ai besoin, il n'est pas capable de me livrer le service. Ouais. Puis là, lui, il a cru, là, il a investi son temps, son argent, ses votes dans ce système-là. Puis aujourd'hui, il se sent trahi par ce système-là. Fait que, effectivement, je pense que le fait qu'ils vont être rattrapés par la réalité d'une certaine façon. Hein. La même chose est vraie pour les résidences personnes âgées. Là. Je rencontrais les propriétaires des résidences privées récemment. Il se construit pratiquement plus de résidences personnes âgées au Québec, alors qu'on a une des sociétés les plus vieillissantes en Occident. Et ça a commencé avec l'histoire des gicleurs, rappelez-vous, de l'île verte. Là. On a remis des règlements puis des affaires de fous. Après ça, ils ont sorti l'idée des maisons des aînés là, à 1 million de dollars la porte, mais qu'on n'est pas capable, évidemment, d'accoter 1% de la croissance de la demande parce qu'au prix que ça coûte, on n'aura jamais d'argent pour être capable d'héberger tous nos aînés dans des résidences à 1 million la porte. Alors donc, les privés, à cause de la concurrence déloyale, à cause des règles de plus en plus tatillonnes, n'investissent plus, puis le coût du bâtiment qui a augmenté, il n'y a plus rien qui se construit. Puis là, il y a de plus en plus de pénuries, puis on va avoir de plus en plus de problèmes pour le logement de nos aînés dans les prochaines années à cause du modèle bureaucratique, étatique québécois. Là. Il y a quoi qui s'en vient par rapport à ça, puis je commence à avoir un méchant malaise. Comme on le sait, on est les premiers sur la planète en termes d'aide médicale à mourir. Oui. Le nombre de fois dans nos familles qu'on entend des affaires, moi, là, CHSLD, là, je veux rien savoir d'aller là. Je veux rien savoir de la journée que je vais être magané, là, terminé. À un moment donné, tu es là, tu te dis, est-ce qu'on est rendu dans un moment de notre histoire là, où est-ce que les gens préfèrent l'aide médicale à mourir que de vivre encore un peu parce que les services qu'on leur donne en fin de vie ou quand on est encore correct, on est encore correct mentalement et tout ça, mais on a tellement des mauvais services que les gens veulent rien savoir de continuer à vivre à cause de ça. Puis on est en train de normaliser ça tranquillement. Tu sais, on parle toujours, on va élargir l'aide médicale, élargir l'aide médicale à mourir tout le temps, puis go, go, go. Mais là, moi, je commence à avoir un malaise parce qu'on sent tranquillement qu'il y a un discours d'économie de coûts là-dedans, puis même de culpabilisation envers certaines personnes âgées qui choisiraient de continuer à vivre de leur côté. On s'approche d'une ligne morale dangereuse dans ma tête. Est-ce que tu as cette impression-là de ton côté Bien, aussi? j'ai comme l'impression qu'effectivement, les résidences personnes âgées, les CHSLD deviennent des milieux de vie où il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas aller. Puis d'ailleurs, il expliquait, rappelez-vous, là, on a parlé que ça avait contribué même à la crise du logement hein, au début, là, parce qu'étant donné que c'est l'hécatombe de ce qui s'est passé, remontons à la COVID, là, parce que c'est là que ça s'est passé. Là, il y a quand même 6 000 personnes qui sont mortes là, dans les CHSLD au Québec. Là, puis on n'a pas encore eu une enquête publique et indépendante là-dessus, alors que c'est une des pires tragédies de notre époque. Là. Puis il y a beaucoup d'aînés qui se sont dit, moi jamais, c'est bien de valeur, mais ça ne m'intéresse pas, jamais je vais faire ça. Et donc, les gens se sont mis à ne pas vendre leur maison, à attendre pour essayer d'étirer le plus longtemps possible pour ne pas aller dans une résidence personne âgée. Et ça a fait en sorte que les jeunes qui voulaient acheter des maisons, mais ils n'avaient pas parce que les vieux s'en allaient pas dans les résidences, fait qu'il n'y avait pas d'offre. Et ça a contribué. C'est pas le seul facteur, là, mais c'est un des facteurs qui a contribué à l'explosion du coût du logement, puis à l'inaccessibilité à la propriété pour une nouvelle génération. Là. Fait que ça c'est un problème. Puis tu as raison, je l'entends moi aussi, Yann, qu'il y a bien du monde qui dit moi, j'aimerais mieux partir les pieds devant que de partir m'en aller dans une résidence au CHSLD. Et ça, c'est une réflexion. Puis déjà qu'on est une des sociétés où il y a le moins de cohabitation intergénérationnelle. Hein. Les Québécois, on n'est pas une société où on valorise les maisons multigénérationnelles, où on prend soin de nos parents à l'intérieur de nos maisons, où il y a 2-3 générations là, qui vivent ensemble. Là. Culturellement, ça ne fait pas partie de nos mœurs. En tout cas, ça a déjà fait partie de nos mœurs. Il faut savoir, à l'époque de nos ancêtres, c'était comme ça là, au Québec énormément, parce qu'on avait des familles très, très nombreuses. Puis il y en avait toujours... il y avait toujours un bâton de vieillesse dans la famille. Là, c'était un enfant qui pratiquement sacrifiait, ou en tout cas dans sa vie, de s'occuper de ses parents là, jusqu'à leur départ. Mais on n'a pas ça. On a le taux le plus élevé de gens qui réclament l'aide médicale à mourir.
Puis on commence à avoir une pénurie au niveau du logement pour les personnes aînées. Fait que c'est comme la tempête parfaite là, pour la crainte qui t'anime, là, Yann. Là. C'est pas une théorie folle, là. C'est quelque chose de malheureusement bien réel dans le Québec de 2025. Là. Mais c'est ça Puis, qui est comme problématique. Il y a quelque chose qui est comme latent, là, on dirait, dans la société. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas un parti politique, là, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui a l'air préoccupé par ça. C'est que de quoi on parle? On parle d'aide médicale à mourir, d'euthanasie, de trucs contre le plaisir. On en parlait au début avec les enfants, de réglementation, tout ça. Puis là, ben, on s'aperçoit qu'il y a un taux de natalité qui est dans le plus bas historique à 1,33. On dirait qu'il y a comme pas personne qui saisit que là, on dirait qu'il faut comme ramener la vie. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est un peu ésotérique, là, mais tu sais, il faut envoyer le message que c'est bien beau le référendum, c'est bien beau parler d'immigration, mais si le peuple québécois, là, si les Québécois reprennent pas le goût de vivre, là, à quelque part, là, on s'en va dans le mur, là. Ben oui. On peut pas Mais, faire autre chose que s'en aller dans le mur à faire que parler d'aide médicale à mourir puis pas faire d'enfants, là. Il y a comme quelque chose qui a pas de sens là-dedans. mais ça, là, Frank, c'est pas le rôle du gouvernement, je m'excuse, mais c'est pas le rôle du gouvernement de dire, là, tu sais, gardez vos parents à la maison, puis occupez-vous-en, faites des enfants. On peut faire des incitatifs, mais c'est pas fondamentalement, là, c'est un changement culturel que ça prend. C'est pas, puis ça, c'est pas politique, là. On peut mettre des incitatifs, mais on peut pas. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, là, puis c'est pas. Je sais pas comment. On peut envoyer le signal puis dire, regardez, là, si vous voulez que le Québec survive, si vous croyez aux Français, tout ça, c'est pas un renforcement de la loi 101 que ça prend. Il faut qu'on arrête d'avoir 1,33 enfants par ménage au Québec parce que peu importe ce qui va arriver, on va disparaître. Je veux dire, c'est démographique, c'est mathématique. Mais, Là. mais c'est ça Puis, mon point, Eric, c'est que là, on a des gens en politique là, qui votent à l'unanimité des lois oui, sur la découvrabilité et qui nous explique que si on me force à voir Paul Piché apparaître sur mon Spotify quand je l'ouvre, c'est ça qui va sauver le français et non. sauver l'avenir de la nation. Je suis désolé, à 1,33 enfants et le monde qui veulent se faire de plus en plus euthanasier à l'hôpital, je veux dire, il n'y aura pas de. C'est pas avec des. C'est comme si on pense que le destin de notre peuple, de notre nation, va se résoudre par des lois. Des Oui, lois symboliques, là. C'est. oublions pas le 1,33, Frank, 40% des enfants qui naissent au Ben Québec, oui, un sont des deux immigrants. parents provient de l'immigration. oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup d'éléphants dans la pièce, on dirait, au Québec, puis personne ne veut parler des vrais sujets. Puis tu disais des Mais je vais pas. incitatifs, tout ça. Ça, Alors, là, c'est. on est-tu vraiment en train d'avoir besoin d'incitatifs pour faire des bébés? Je veux dire, un enfant, là, ça coûte 290 000 $. C'est de l'argent en sacrament. T'auras beau donner des chèques de 100 $ ou de 500 $ au monde. C'est pas ça qui va les amener dans la chambre à coucher. Non. À un moment donné, faut réaliser, premièrement, avant d'avoir des enfants, ça prend une maison. Ça, c'est la première Là. étape. Tu peux pas faire des enfants si tu n'as pas de maison. OK? Dans l'ordre des choses, là, c'est tu te mets en couple, éventuellement, tu achètes une maison. Si tu veux retarder un peu l'arrivée du premier enfant, tu achètes un chien à ta blonde, puis éventuellement, tu fais des bébés. OK? C'est dans l'ordre normal des choses, c'est à peu près ça. Oui, Mais à un moment ça, donné, si tu n'es pas capable d'avoir accès à la propriété, il n'y aura pas de chien, il n'y aura pas de bébé. tu as absolument raison, Yann. C'est la normalité des choses, mais c'est pas. Il y a quand même des éléments culturels qui ont changé au Québec. Là. Puis ça, c'est la politique de la dépendance à l'État, je pense, est en partie responsable de ça. C'est comme si on a pu, tu sais, quand tu élimines la responsabilité individuelle, que ça revient à ce qu'on discutait au début, là, Mhm. ben, quand tu élimines la responsabilité individuelle, ben, c'est plus à moi de m'occuper de mes parents, c'est à l'État à s'en occuper. C'est plus à moi de m'occuper de mes enfants, c'est à l'État à s'en occuper. Fait que, je veux dire, à partir de là, tu sais, c'est. Puis la statistique qui me fait le plus peur de toutes, là, moi, je fais le tour du Québec, puis je parle à tout le monde, puis ce qui m'a fait le plus réagir puis réaliser, c'est quoi le vrai problème, c'est quoi l'enjeu de est-ce qu'on va disparaître ou non comme nation canadienne-française en Amérique, là, c'est les écoles. Quand tu es rendu que tu es ta grand-mère, hein, un arrondissement de Shawinigan, puis que tu arrives dans une école primaire, puis qu'il y a 35 % des enfants qui sont issus de l'immigration. Puis c'est pas être contre l'immigration, là, mais je vous dis juste le portrait, là, OK? Puis là, tu te fais dire, OK, 35 %
à Shawinigan. Fait que là, je ne vous parle pas de Montréal, puis je ne parle même pas de Québec, là. Puis à Québec, la semaine passée, j'ai rencontré Bruno Marchand, j'ai parlé de ça. Il m'a dit, écoute, moi, l'école de mon enfant, quand il est rentré à l'école, il y avait 33 ou 30, en tout cas 30 quelques % des enfants qui étaient issus de l'immigration. Quand il a fini, il s'était rendu à 70. OK? Ça, là, c'est un sentiment que les parents le voient là, quand ils vont à l'école. Là. Tu leur demandes, il y a combien de Québécois de souche dans la classe de ton enfant? Puis là, ils te le disent, hein, il y en a de moins en moins. Je parlais à une fille que j'interviewais pour être candidate à Montréal-Nord cette semaine. Elle m'a dit, ma fille, c'est la seule. Fait que c'est le remplacement, là, il est là. C'est comme ça. C'est sûr que ça crée un sentiment d'insécurité chez la majorité canadienne-française. Puis le politique, il attaque le symbole. Hein, ils disent, on va te mettre du Paul Piché sur son Spotify. Là. Mais ça ne changera strictement rien aux statistiques que je viens de vous donner. Là. Parce que l'année prochaine, là, le 35 % va être rendu à 40, 41, 42. Dans 10 ans, ça va être 70 là aussi. Là. Fait que à un moment donné, il faut réaliser que la survie de la nation canadienne-française, ça passe par avoir une culture pro-famille. Exact. Puis ça, c'est pas des politiciens, puis c'est pas de l'argent public qui va vous le donner. Puis tu sais, il y a des recherches qui le montrent un peu partout en Occident que quand tu regardes vraiment la nature des idées politiques de la femme, parce que les recherches ont de la misère à traquer les hommes, là, mais la nature des idées politiques de la femme puis le taux de fécondité, ce qu'on se rend compte, c'est que le taux de fécondité des femmes conservatrices est resté relativement stable dans le temps. Puis il s'approche même de 2 généralement. Mais ce qu'on observe dans la plupart des sociétés occidentales, c'est que les femmes de gauche, le taux de fécondité est en chute libre totale là, de leur côté. Fait que, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on a fait un. Est-ce qu'au niveau de l'école, par exemple, on est devenu un peu timbré au niveau de l'éco-anxiété, par exemple? Si on arrive puis on dit à des jeunes filles de 16 ans, de 17 ans, de 20 ans, écoute, la planète va sauter, la planète va sauter, la planète va sauter, puis eux embarquent un peu dans cette mouture idéologique-là. Comment vous espérez qu'à 24, à 27, à 30 ans, cette femme-là veuille avoir des enfants? Moi, ce bout-là, ça me sort de la tête complètement. Je veux dire, c'est pire que ça, quand tu Yann. regardes Ils les leur disent qu'un être humain, ça crée de la pollution, puis moins t'en as, plus tu vas sauver la planète. Ben, c'est carrément ça. Fait que, tu sens que les femmes qui sont dans les moutures de plus conservatrices, justement, continuent à vouloir des enfants, continuent à vouloir maintenir ce rythme de vie-là. On est en train de faire peur à beaucoup de nos jeunes femmes présentement dans notre système de l'éducation, puis on dirait que personne ne s'en rend compte. Tu as tout à fait raison. Puis politiquement, là, je vais vous parler comme un politicien. Là. C'est des enjeux pour lesquels, puis même, déjà, je vous en parle, là, mais c'est un terrain très glissant et très dangereux. Parce que la ligne est mince avant de se dire « Ah, ben, t'es contre l'immigration. » Non, ça n'a pas rapport. Je n'ai même pas parlé pour ou contre l'immigration. Ah, t'es contre le droit des femmes à l'avortement. Ça n'a aucun rapport. On n'a même pas mentionné le mot depuis le début. Là. Mais c'est que dès que tu ouvres une discussion sur cet enjeu-là, on dirait que c'est un enjeu tellement important, puis la solution est tellement pas simple et pas unidirectionnelle qu'il y a très peu de politiciens qui vont s'aventurer sur ces sentiers-là. Parce que politiquement, c'est pas rentable de parler de ça. Le terrain est trop miné. En fait, tu es peut-être déjà en train de te mettre dans le trouble à répondre à nos questions par rapport à ce sujet. OK, j'en réponds pas, change de sujet. On fait plus Spotify puis pas c'est ça. Mais c'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Là. Moi, je pense que le point à faire là-dessus, c'est que même si le Parti québécois ou la CAQ ou d'autres nous font miroiter toutes sortes d'affaires, du côté de la CAQ, c'est des mesures symboliques de nationalisme. Là, on va renforcer les lois sur le français puis le bonjour aïe puis tout ça. Le Parti québécois, c'est l'indépendance. Mais le point, c'est le suivant. On a bien beau faire un référendum sur l'indépendance, le gagner, devenir un pays indépendant, puis mettre une barrière de 100 pieds de haut aux frontières. Le point, c'est que si tu ne fais pas de bébé, la nation disparaît. Je veux dire, c'est juste un constat mathématique. Là. Il n'y a pas de morale là-dedans. Là. C'est pas une question de dire qu'on doit forcer les gens à faire ci ou à faire ça. Puis il y a une époque, Éric, où ce sujet-là, j'écoutais un Mario Dumont l'autre fois qui disait que quand il était chez les jeunes libéraux, c'était un sujet de discussion prioritaire pour les jeunes libéraux, puis même pour, je ne sais plus si c'était Bourassa à ce moment-là, mais dans les hautes instances... Rappelez-vous des programmes de bébé Bonnie, là, on voulait donner des montants d'argent à l'époque, 5 000 $, c'était beaucoup, là, quand tu avais un troisième enfant, puis il y avait toutes sortes de programmes pour accélérer ça, mais... c'est tabou aujourd'hui, puis ça ne l'était pas à l'époque, c'est ça? Parce que je pense que
les étiquettes, ils viennent plus vite aujourd'hui. Puis la culture de l'annulation, faut dire qu'elle existait beaucoup moins qu'aujourd'hui, là. Donc, je pense que ça explique pourquoi. Puis c'est plus tabou aujourd'hui. Puis au contraire, il y a été même une époque où les politiciens parlaient ouvertement de ça, là, dans le sens de proactif. Là. Ils disaient aux femmes de faire des enfants, puis on va sauver la nation par les berceaux, la revanche des berceaux, on appelait ça comme ça. On pensait que les Québécois, les francophones allaient devenir majoritaires au Canada parce qu'on avait beaucoup plus d'enfants que les Canadiens anglais. Il faut savoir qu'historiquement, c'était le contraire. Là. C'était nous là, qui étions la pouponnière du Canada. Là. Et donc, il y avait un... Puis, quoi que je regarde au Canada anglais, les Canadiennes anglaises n'ont pas énormément beaucoup plus d'enfants que les Québécoises. Ils en ont même moins dans certaines provinces. Là. C'est un problème qui est vraiment canadien aussi. Hein. Les Québécois, c'est même occidental. Il ne faut pas s'en cacher. Ouais. C'est réellement un problème occidental. Mais aux États-Unis, moins. Tu vois, aux États-Unis, déjà, ils sont pratiquement à 2, eux autres, au niveau de la reproduction. Là. Ils ont moins le problème qu'on a au Québec. Puis, mais il faut en parler. Puis si tout le débat sur l'immigration n'est qu'une façade si on ne parle pas de cet enjeu-là. Ben, c'est ça mon point. Je pense que c'est l'aspect c'est qu'on on utilise toutes sortes de sideshows qui sont importants dans l'heure. Tu sais, je comprends là, les gens qui parlent du déclin du français à Montréal, mais pourquoi ils déclinent le français? C'est que les francophones sont moins nombreux. Pourquoi ils sont moins nombreux? Ben oui, l'immigration, mais en partie parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Tu sais, je veux dire, c'est la réalité, c'est plate, mais c'est elle, je veux dire. Puis je comprends que ça fait notre affaire de regarder les autres facteurs parce que ça nous déresponsabilise de ça. Puis il y a des gens qui ne veulent pas regarder ça parce qu'ils disent ouais, mais là, tu es en train de me culpabiliser. Non, c'est pas ça le point. C'est juste mathématique. C'est les chiffres qui montrent ça. Mais comment on peut valoriser sans que les femmes ou les familles ou les couples qui choisissent de pas d'enfants ne se sentent pas exclus ou jugés ou dévalorisés? Mais comment qu'on peut valoriser, c'est ça la question que moi je me pose en tant que politique, là, comment on peut valoriser la famille davantage au Québec? Ben, je pense qu'il faut le gros minimum, c'est commencer à arrêter de leur faire peur avec l'environnement dans les écoles. C'est un fléau. C'est sûr que ça va aider. Ça, les gens qui disent que c'est un long stretch de dire que ça a un lien, j'en suis pas si sûr que ça. Moi, je pense que ça, c'est quand même la base. Je veux dire, Christy, nos jeunes sortent de l'école, puis si les parents, ben, on revient à responsabilité parentale, si le parent n'a pas fait sa job de déprogrammation un peu, Flo il est éco-anxieux en sortant de là. Tu sais, puis cassez-vous pas la tête. Là. Si tu fais ta job comme parent, ça se déprogramme super bien. Mais je veux dire, tout le temps en train de déprogrammer ce que l'école fait avec nos enfants. C'est un peu débile ce qui se passe On au peut pas Québec. faire l'école quand ils reviennent de l'école pour désapprendre ce qu'ils viennent d'apprendre. Là, à un moment donné, Écoute, c'est le nombre de fois que j'ai eu à intervenir avec mes enfants, pas pour leur dire quoi penser, pour leur dire hey, by the way, il y a un autre côté à cette médaille-là. Veux-tu le comprendre? Veux-tu le voir? Veux-tu commencer à t'informer un peu plus? Moi, je trouve que c'est fréquent. Tu sais, mettons que c'est une anecdote, puis ça arrive une fois dans le parcours scolaire d'un enfant, c'est tel que tel. Christy, Eric, ça arrive 5 à 10 fois par année qu'il faut que j'y dise. Ça, c'est ce que tu le sais, parce qu'il y a peut-être des affaires qui passent que toi, tu le sais même pas, mais qui le rentrent dans la tête, puis tu le sais Oui, pas. carrément, là, carrément. Tu sais, l'autre jour, mon gars s'est retrouvé dans une classe à s'obstiner avec une conférencière en lui expliquant qu'il y a juste des gars et des filles, puis les autres affaires, ça n'existe pas. Là. C'est des gars puis des filles, that's it, that's all. Il est en train de s'obstiner avec une conférencière. J'ai dit, tu sais, puis même moi, je suis là, j'ai dit, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, mets-toi pas dans le trouble pour rien. Puis en même temps, je vois un flot de 16 ans qui tient son. Puis tu sais, je vois un flot de 16 ans qui tient son bout, je suis quand même content de ça. Il dit, lui-ci va être mal engueulé comme son père, parfait. Mais je veux dire, à un moment donné, tu es dans une situation où tu te dis, Christy, on peut-tu arrêter de les brainwasher, ces enfants-là? C'est un peu débile ce qui se passe au Québec présentement. Puis, ça, c'est une affaire qui me. Tu sais, quand ils disent qu'ils veulent interdire les réseaux sociaux là, pour les jeunes, là, ça veut dire qu'ils auront moins d'accès à l'information. Là, on va leur couper une source d'information alternative. Et puis, même, tu sais, puis là, je te parle, Yann, là, en tant que père de famille, là, tu sais, si ton enfant, il n'a jamais eu un écran dans ses mains jusqu'à 14 ans, OK? On vit dans une société, on vit sur la planète Terre. Là. Je suis pas mal sûr que les États autour de nous autres, là, les 59 autres provinces PETA, ils n'adopteront pas ça. Là. Comment on va faire pour que ce soit des adultes fonctionnels dans le nouveau monde? Qu'est-ce qui va arriver le jour où on va lui mettre un cellulaire et un ordinateur dans les mains? S'ils n'ont jamais eu ça, ils vont-tu venir junkie capoter? Ils vont-tu pas savoir c'est quoi?
quel genre de société on prépare aussi? Même ça m'interpelle au niveau de l'éducation. En fait, je suis pas d'accord avec toi sur une chose, c'est quand tu dis que les 59 autres États l'adopteront pas. Tu sais, la Floride l'a déjà adopté parce que l'autoritarisme, c'est pas juste à gauche, il y en a Non, non, aussi non, à c'est pas à droite. Là, gauche. puis on l'a vu, l'autoritarisme peut être aussi à droite. À un moment donné, c'est juste que moi, comme parent, là, mon intention, c'est d'éduquer mes enfants à utiliser ces outils technologiques-là, mais d'une manière progressive. C'est Et ça. ça a déjà été interdit chez nous, ces affaires-là. Là. Et c'est juste qu'à un moment donné, quand tu deals avec un enfant de 13 ou 14 ans ou 12 ans, s'il est un peu mature dans sa tête, Mhm. tu n'es plus en mode, comme parent, interdiction. Là, tu es en mode apprendre la discipline de l'enfant, le self-control. C'est ça que tu essaies de lui apprendre. Puis c'est dur en sacrament pour de vrai. Là. C'est vraiment. Si j'ai à qualifier j'ai jamais eu une misère à être autoritaire envers mes enfants. Ce bout-là de la vie d'un père est vraiment facile, sérieusement. D'imposer une règle à faire respecter, c'est vraiment pas difficile. Mais quand tu arrives à l'autre étape, là, de dire que là, il faut que tu t'imposes des règles toi-même, puis tu apprennes à te discipliner toi-même, puis tu essaies de le guider là-dedans. Ce bout-là, il est tough pour de vrai. Là. Puis, seule affaire, c'est que ça fait partie du rôle d'un père, puis d'une responsabilité d'une mère de faire ça. Ben Puis, oui. c'est vrai que c'est difficile. Puis je sais qu'il y a des parents qui veulent abandonner puis qui veulent laisser l'État prendre ces décisions-là à leur place. Mais Christy, si vous voulez être un bon parent, là, cette décision-là, ça doit être Ah, pris au c'est sûr. niveau de l'homme et la femme de la maison. Puis il faut qu'on fasse notre job, puis je le sais que c'est tough. Parce qu'on est dedans, nous autres. Puis je le trouve tough. Sérieusement, la gestion des réseaux sociaux, Puis, la gestion des téléphones, la gestion de l'abondance de l'information qui leur arrive de partout. Sincèrement, c'est vrai que c'est tough. Mais Christy, puis tes c'est une enfants, ils évoluent responsabilité pas tous au parentale. même rythme. Hein. Il y a des enfants à 12 ans qui sont Exact. beaucoup plus matures que d'autres enfants à 15 ans. Puis les gars et les filles ne réagissent pas toujours non plus de la même C'est ça. façon. Je veux dire. Puis comme parent, tu as le pouls, tu connais tes enfants. Là. Mais l'État, lui, quand il met une règle, elle est arbitraire puis elle s'applique à tout le monde pareil. Là. Oui, puis elle Euh, déresponsabilise le parent. Tu sais, je veux dire, ça retarde le moment dans ta vie où ce que tu dois faire ta job de parent. Éventuellement, vas-tu vouloir la faire quand ça va te faire ça en pleine face? Tu sais, je veux dire, c'est ça, moi, que je trouve un peu débile parce que j'ai les deux mains dedans présentement. Je le sais que c'est difficile, mais esti, je veux pas que le gouvernement vienne faire la job à ma place. Puis on dirait que c'est difficile à comprendre pour bien des gens parce que quelque part, il y a un parent qui est tout croche puis il n'a pas fait la job avec son enfant. Mais on est toujours en train de réglementer l'exception puis l'anecdote. Puis, by the way, la plupart des règlements qu'on fait, on les fait même pas respecter de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est complètement ridicule, cette affaire-là. Non, non, c'est clair. Écoute, Éric, avant de te laisser aller, une dernière question que je voulais te poser. En 2022, 2021-2022, quand tu faisais le tour du Québec pour trouver des candidats, tu sais, c'était le contexte de la pandémie, il y avait un oui. genre de stigmate social à être associé à. Tu sais, et je pense que les gens qui s'embarquaient avec toi savaient qu'ils s'enlignaient pour un chemin de croix un peu. Là, tu as annoncé une candidate dans Chicoutimi. Ça se passe plutôt bien. Au niveau national, c'est plus facile maintenant d'essayer Oui. d'approcher des gens, de les recruter, puis à quoi on peut s'attendre un peu pour l'élection qui s'en vient. Là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se disent ben là, je pense qu'Éric va être capable de recruter pas nécessairement des gens super connus, mais des gens peut-être plus implantés ou. Impliqués dans leur milieu, oui. Ouais, c'est ça. Écoute, juste te donner une idée, on va en annoncer un peu plus d'une vingtaine au Congrès qui va avoir lieu au mois de janvier. On va être le premier parti probablement à faire ça. Là, on va déjà, on commence déjà à vêter nos candidats. Il y en a plusieurs là, qui ont aussi fait, qui ont même envoyé leur CV. On a sur le site, si vous allez sur le site conservateur.québec, il y a même un onglet devenir candidat. Là. Donc, systématiquement, on appelle ces gens-là, on les rencontre, on les invite à rencontrer leurs associations de circonscription. Puis, tu sais, tu as raison, Frank, c'est le jour et la nuit, moi, ce que je vis comme chef en 2025 versus en 2021, parce que si je me reporte là, un an avant les élections là, de 2022, rappelez-vous qu'à l'époque, on n'avait aucune association de circonscription. On n'avait jamais eu personne qui avait été candidat, ou quelques-uns qui avaient été candidats avec Adrien, mais c'était tout du monde qui n'était pas là pour les mêmes raisons, puis il n'y en a pratiquement pas qui se sont représentés. Puis on n'avait pas une scène. Aujourd'hui, on a l'argent pour faire la campagne. On a des associations dans pratiquement toutes les circonscriptions. Puis on a 125 candidats qui ont été candidats la dernière fois, dont plusieurs veulent revenir. Fait qu'on on part pas du tout de la même place que la dernière fois. Puis tu sais, la dernière fois, notre équipe de candidats s'est fait ridiculiser beaucoup. Mais je peux vous dire qu'on avait une excellente brochette de candidats. Et puis il y en a plusieurs que j'espère vont être de retour. Et puis on va effectivement en avoir
des ajouts. Tu as raison de mentionner Chicoutimi, là, c'est l'exemple de ce qu'on est en train de faire là, un peu partout à grandeur du Québec. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, là, que ça leur tente, il y a allez-y sur devenir candidat sur le site du parti. Là, on va vous appeler. S'il y en a qui ont des bonnes compétences, qui sont connus dans leur communauté, qui ont le goût de s'investir, c'est probablement une des plus belles expériences de vie d'être candidat. Là. Moi, je me souviens que... Excusez, excusez-moi, la première fois que j'ai été candidat à une élection, c'était avec Mario Dumont en 2003. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie parce que être candidat, là, c'est qu'à tous les jours, tu découvres des choses que normalement, tu ne ferais pas dans ta vie de tous les jours. Tu côtoies du monde que normalement, tu ne connaîtrais pas, que tu n'aurais même pas d'interaction avec eux. Puis, je suis sorti de cette campagne électorale-là comme être humain, meilleur puis plus connaissant de ma communauté puis des réalités autres que la mienne. Puis ça, je trouve que c'est grandir comme personne quand tu réussis ça. Puis je souhaite ça à tout le monde. Je souhaite à tout le monde d'être candidat à une élection un jour pour justement vous sortir de votre zone de confort puis de voir c'est quoi. Parce que on croise du monde. On croise du monde à l'épicerie, on croise du monde à l'aréna, au centre d'achat, partout, dans tous les jours, même dans le milieu de travail. Mais on ne connaît pas leur réalité, puis on la vit pas. Mais quand tu es candidat, tu rentres dans la bulle de ces gens-là. Puis, tu sais, juste faire du porte-à-porte, puis essayer de dire aux gens de voter pour toi, là, tu sais, juste ça, là, c'est très, très formateur, là. Puis je connais très peu de candidats qui, après l'élection, sont venus me voir me dire qu'ils regrettaient d'avoir été candidat. Puis j'en connais énormément qui sont venus me voir, me remercier, me dire que ça avait été une des plus belles périodes de leur vie. Puis, fait que je vous encourage. De celles et ceux qui ont le goût, le lever à la main, là, c'est le temps. Yes, ben écoute, gros merci. Je pense que vous commencez aussi de votre côté à grossir l'équipe. Là. Cédric me parlait un peu. Vous êtes en train d'ajouter des membres à votre Oui. personnel. On sent que la machine se rôde tranquillement pour la prochaine élection. Euh, Côté budget de campagne, tout ça, est-ce que tu sens vraiment que vous avez été capable de mettre suffisamment d'argent de côté pour être compétitif Écoute, avec les partis nationaux? en politique, tu peux toujours prendre de l'argent, mais sauf que là, avec ce qui se passe au Parti libéral, c'est niaiseux, là, mais le financement devient plus dur. Hein. Ah oui. Les gens, là, ils hésitent à donner leur nom et à être sur le site du DGEQ avec le montant d'argent qu'ils ont donné à un parti politique. Là. On a été des conservateurs avec l'argent. On a sorti l'élection, la dernière élection, avec un surplus plutôt qu'un déficit, contrairement à d'autres partis. On a beaucoup engrangé pendant les 3 premières années. On a très peu dépensé. Ce qui fait qu'on notre cagnotte, présentement, nos coffres sont pleins. C'est-à-dire que demain matin, on pourrait dépenser la limite permise par la loi. Mais si on en ramasse plus, on peut en dépenser en pré-campagne beaucoup plus. Là. Mais on va se battre à armes égales pendant l'élection. OK, fait que vous allez dépenser le même montant que les autres partis, étant Oui, donné on que va vous êtes dépenser le capable de dépenser le maximum. maximum. C'est réglementé, hein, Yann. Tu ne peux pas dépenser comme tu veux. Là. C'est un montant par électeur. Là. Donc, oui, on va dépenser le maximum autorisé par la loi. Et donc, ça, au niveau financier, mais c'est sûr que si vous voulez devenir membre, si vous voulez contribuer, on vous invite à le faire tout le temps. Là. Ça va juste nous permettre d'être encore meilleurs et d'être mieux préparés. Mais de ce côté-là, ça va bien. Puis, je sais qu'on est découragé puis qu'on trouve que le Parti conservateur a stagné ou le Parti conservateur n'a pas élu de député. Puis, on les entend, tous nos adversaires nous les répètent à tous les jours, les lignes négatives. mais on a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. On a sorti un parti de la marginalité, puis on est en train de professionnaliser puis de créer quelque chose comment je te dirais ça, de viable à long terme. On a bâti un solage pour l'avenir. Puis moi, je suis très fier de ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Puis je pense que c'est ce parti-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le parti ne s'appelle plus là, Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem. Il s'appelle juste Parti conservateur du Québec. C'est plus moi. OK, Là. vous avez enlevé ça? Oui. Moi, au début, c'est sûr que j'ai aidé. Là. Je suis arrivé là, j'avais ma notoriété de gars de radio, puis j'étais connu sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que j'étais plus connu que le parti. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils n'ont plus besoin de mon nom dans le nom du parti. Puis je veux clairement que la prochaine campagne, on ne voit pas juste Éric Duhem. C'est un gros, gros défi. Hein? C'est pas une question juste de mon ego. Là. C'est que on a des bonnes personnes à l'intérieur du parti qui sont capables de défendre les politiques aussi bien, des fois même mieux que moi. Mais quand on demande de faire une entrevue, les médias traditionnels ne les veulent pas parce qu'ils génèrent moins de clics sur les réseaux sociaux, il faut le dire comme c'est. Là. Mais vous autres, vous parlez à Karim El Ayoumi, tout ça, vous savez qu'on a du monde, Adrien Pouliot, on va en avoir beaucoup d'autres au cours de la prochaine élection, mais c'est très difficile, mais il va falloir le faire. C'est un passage obligé là,
d'avoir une nouvelle génération de conservateurs qu'on voit de plus en plus. Je pense que ça va... c'est un passage obligé. Puis j'ai l'intention de le faire, de faire des grands efforts pour pouvoir laisser plus de place là, à l'équipe, puis que les gens aient le sentiment, puis c'est la réalité aussi, là, que le Parti conservateur, c'est pas une personne, c'est une équipe. Là. Donc, c'est beaucoup de défis, mais on est parti tellement loin, puis on est rendu tellement ailleurs 4 ans plus tard que où on était il y a 4 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me demande vas-tu être invité au prochain débat des chefs. Tout le monde tient pour acquis qu'on va être là, là. Ça serait indécent qu'un parti qui a 2 fois plus d'appui que Québec solidaire ne soit pas là, puis que QS soit là. Un parti qui est à égalité pratiquement avec la CAQ. Puis, pensez-y, là. Moi, j'ai travaillé longtemps avec une plaque et une bottine, là. Puis on est pratiquement à égalité avec le gouvernement dans les sondages, puis on a 2 fois plus qu'un parti qui doit avoir 5, 6, 7 fois plus d'exposure médiatique que nous autres, puis qui a 12 députés, puis qui a 3 millions de budget de recherche puis de communication, qui est Québec solidaire. On peut se décourager de ce qu'on a, mais il faut s'encourager par rapport à d'où on est parti. Puis dans une démocratie normale, un parti comme le nôtre, pas de députés, puis pas de budget de l'Assemblée nationale pendant 4 ans, aurait dû décliner. Nous autres, les gens disent vous avez stagné. En fait, on a monté un petit peu, mais mettons qu'on a stagné. Là. C'est déjà un miracle qu'on se soit gardé la tête en dehors de l'eau, alors que tout nous tirait pour qu'on soit noyé dans les 4 années, puis ça n'a pas été le cas. Puis là, en année électorale, veut pas, on va être obligé d'avoir plus de place. Ils vont être obligés quand même de parler plus de nous autres, parce que là, c'est plus juste du Parlement dont on parle, c'est de la campagne électorale. Vous allez entendre de plus en plus. Puis ça a déjà commencé, vous le voyez peut-être dans les médias, là, on est un peu plus présent qu'on l'était dans les 2-3 dernières années. Puis je pense que ça va s'accentuer dans les prochains mois. Éric Duhem, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, les gars. Merci de ce que vous faites, parce que justement, quand je parle de la distorsion médiatique, là, ben, c'est grâce à vous autres que cette distorsion-là est de moins en moins importante. C'est grâce au travail de gars comme toi et comme Yann, comme Frank, qui réussissaient à faire un contrepoids, à être un meilleur reflet. Parce que la démocratie, c'est pas juste une élection aux 4 ans. C'est aussi la liberté d'expression. C'est aussi que le débat d'idées ait lieu. Puis vous y contribuez beaucoup plus que bien des médias mainstream présentement. Ben là, tu as de la compétition. Là. François Legault a commencé à faire des podcasts, lui aussi. Là. Ben là, mais savez quoi? Je suis allé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un podcast récemment avec Hugo Girard. C'est sorti hier. Oui, je l'ai vu passer. Puis, il a l'air d'un cool guy, sérieusement, Hugo. Super cool. Puis, sais-tu quoi? J'ai reçu, là, j'exagère pas, là, mais plus de commentaires de ce podcast-là que j'en reçois quand je vois tout le monde en parle. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas autant de monde, c'est pas ça mon point. Là. Mon point, c'est juste de dire qu'on parle à du monde à qui je parle pas d'habitude. Parce que les gens, quand ils m'écrivent, là, c'est parce que c'est du monde qui vient de me découvrir souvent ou qui m'ont vu sur un nouvel angle. En tout cas. Puis c'est sûr que les podcasts, veut pas, ça a un gros avantage sur des entrevues dans les médias traditionnels parce que tu es capable d'aller en profondeur, tu es capable de mettre plus de human. Mais ça m'a beaucoup surpris hier de voir l'impact que le podcast avec Hugo Girard a eu. Puis les gens qu'on a rejoints, à des gens qui normalement on ne parle jamais, puis qui s'intéressent peu à la politique ou pas pantoute, c'est là que tu vois comment la réalité est en train de changer. Puis rappelez-vous que, tu sais, on dit toujours que Donald Trump a possiblement gagné à cause de son entrevue avec Joe Rogan, là. Mais c'est pas impossible que dans 5-10 ans, ça va être ça aussi au Québec. Là, on s'en va. On ne sait pas, ça va peut-être gagner une élection en allant à sexe oral. Ben, peut-être pas sexe oral, mais mettons, on prend un break. Là, mais... c'est ça. Merci beaucoup, Éric. Merci les gars, bonne fin de journée. Bye. Bye.